Les hommes que vous allez voir sont banquiers, spéléologues ou infirmiers et ont décidé de partir au bout du monde pour sauver des vies. On vous emmène aux Philippines où plus de 2 semaines après le passage du typhon, certaines îles n'ont toujours pas reçu d'aide, précisément là où ces secouristes ont décidé d'aller. Des Français dans le chaos, reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Caroline Mière et Baptiste Besson. C'est un caillou posé sur l'eau, l'une des 2000 îles habitées des Philippines. Eric et son équipe sont les premiers à venir jusqu'ici. Plus rien n'est debout, des carcasses de bateaux. 10 jours après le typhon, toujours aucun secours. Les îles où il y a très peu de monde, ils passeront en dernier. Donc c'est pour ça que si on peut y aller aujourd'hui, on peut vraiment améliorer la situation, au moins sur cette île déjà aujourd'hui. Dans quelques minutes, les membres de cette ONG française vont débarquer sur l'île. Ils savent seulement qu'il y a eu quelques morts. Pour arriver jusqu'ici, ces hommes et ces femmes ont effectué un périple de plusieurs jours. Nous avons suivi cette course contre la montre à la rescousse des oubliés du typhon Haiyan. 2 jours plus tôt, sur la grande île de Cebu, les secouristes viennent d'atterrir. Ils arrivent de toute la France, de Rennes, de Cherbourg. Tous sont bénévoles. 2 médecins, 3 infirmiers, des pompiers, mais aussi des profils atypiques comme Alexis qui travaille dans la banque. Le chef, c'est lui, Eric Zipper, cadre administratif et spéléologue de renom. Il a été de toutes les grandes opérations de secours, le tsunami en Thaïlande, le tremblement de terre à Haïti. C'est bon, il y a tout? Ouais, c'est bon. Okay. Tous les papiers sont signés, il n'y a plus qu'à finir à charger. Pour cette mission, il a recruté 10 personnes et prévu 30 000 € de budget, 1 tonne de matériel, dont 300 kilos de médicaments. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a des endroits où effectivement on a déjà l'impression d'être passé dans une phase post-urgence. Et à côté de ça, il y a quand même des endroits où on nous envoie vérifier s'il n'y a pas des gens qui n'ont jamais eu de secours depuis la catastrophe. Donc voilà, on oscille un peu entre les deux suivant les endroits où on va aller. Pour les secouristes français, 10 jours après le passage du typhon, l'urgence est de rendre visite à ceux qui n'ont pas encore reçu d'aide. Vendredi 7 novembre, les vents du typhon Haiyan dévastent l'île de Leyte, sa grande ville Tacloban, et l'île de Cebu, où ont accouru nos secouristes. Mais loin de cette zone où s'entasse l'aide internationale, l'archipel de Bantayan a lui aussi été balayé. C'est là que sont les sinistrés les plus isolés. Pour les atteindre, les Français vont entamer un long périple. Le voyage débute en ferry. Le port vient seulement de rouvrir ses portes. Les employés manquent pour superviser l'embarquement. Tout est long, compliqué. La nuit tombe. Le bateau partira finalement avec 5 heures de retard. Cela fait déjà 2 jours que les secouristes voyagent. Petit point, en fait, on a perdu un peu de temps cet après-midi, malgré nous, on ne pouvait pas faire autrement. Là, la priorité, ça sera d'installer, 1, l'endroit où on dort, 2, l'espace pour les médecins demain. Les voici enfin sur l'archipel de Bantayan. La détresse saute aux yeux. Des files d'attente interminables, des centaines de personnes massées, elles veulent fuir. Ce sont des sinistrés qui tentent de prendre le bateau dans l'autre sens. Quelques kilomètres plus loin, dans ce petit hôpital de campagne, Eric et son équipe établissent leur campement. Une pièce de repos ici, une deuxième pièce de repos sur le côté là, et une pièce dans laquelle on pourra s'alimenter et préparer les repas. Pas d'électricité ni d'eau potable, les bénévoles du CMS vont vivre en autonomie totale, dans les mêmes conditions que les sinistrés. Oui. C'est difficile à mettre sur pied une mission comme ça. Ah oui, voilà. Et là, ça fait depuis samedi, en fait, le début du typhon qu'on prépare cette mission. Et on arrive sur place seulement ce soir. Voilà, il y a trop de péripéties, il y a une désorganisation quasi totale. Une affluence à des endroits qui ne sont pas habitués à en avoir autant, donc c'est vrai que c'est vraiment difficile. Budget limité, la mission ne dure que 10 jours. Mais à cause de la lenteur des trajets, ils ne passeront que 4 jours auprès des sinistrés. Il faut donc cibler les zones où ils seront les plus utiles. Direction la mairie de Bantayan. Le maire de la ville a su se débrouiller avec les moyens du bord.
Mais malgré tous ces efforts, la situation reste précaire. Il n'y a plus de toilettes. Ils font leurs besoins n'importe où. On a peur d'épidémies de choléra, de tuberculose ou autre chose. Il y a urgence sanitaire, mais à une dizaine de kilomètres en mer, il y aurait pire encore. Le maire vient de demander à Eric d'aller inspecter les îles qu'aucun employé municipal n'a pu visiter. On est prêt maintenant, donc à l'hôpital ça tourne depuis ce matin et on a trouvé un bateau pour aller sur les îles et on va pouvoir aller les aider au niveau de la population, des soins médicaux, mais aussi tout simplement de leur apporter de l'eau, de remettre en sécurité certaines choses là-bas. L'embarcation est modeste. À bord, le strict minimum. Après 1 heure de bateau, voici Île Tongan. Dans l'eau, les enfants s'amusent. Mais quelques pas plus loin, c'est la désolation. Pas de bilan officiel. Plusieurs morts auraient été enterrés. 90% des maisons ont été détruites. Depuis, la population vit sans toit pour s'abriter de la pluie. Une bonne partie des bateaux ont été détruits, privant les pêcheurs de leur travail. Et depuis le typhon, aucun secours. Alors, quand les volontaires du CMS installent leur centre de soins, des centaines de personnes accourent pour voir les médecins français. Sur l'île, plus aucun médicament pour les maux du quotidien. Chaque petite maladie peut dégénérer en épidémie. Mais la communication est difficile. Glace. Il a mis de la glace. Non, la vitre l'a tranché comme une lame. Véronique, la médecin du groupe, tente de soigner toutes les blessures. Cela n'a parfois l'air de rien, mais dans ces conditions, chaque plaie peut s'infecter gravement. Là, c'est dégueulasse. Une semaine après, ça cicatrise pas les blessures. Cet homme a déjà fait le voyage jusqu'à l'île voisine pour se faire soigner, mais son état empire. C'est très difficile à protéger pour les gens d'ici. Ils marchent pieds nus, ils sont dans la poussière, dans la boue. Et du coup, c'est typiquement une plaie qui s'est surinfectée et qu'il faut retraiter de nouveau. Donc on est en train de lui enlever les points de suture, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc a priori, il va falloir qu'ils retournent à l'hôpital pour qu'ils aillent remettre des points de suture. Et c'est un peu plus en profondeur. S'il ne se fait pas soigner, cet homme risque de perdre l'usage de son pied, voire de mourir d'une infection généralisée. Les secouristes vont le ramener sur l'île principale. Pendant ce temps, le reste de l'équipe sillonne le village. Un arbre est tombé sur l'école. En équilibre sur le toit, le tronc risque de s'effondrer sur la salle de classe voisine. En vitesse, il faut agir avant la tombée de la nuit. Il nous reste 45 minutes et on va le faire. Ils pourront pas le faire tout seuls? À monter là-haut avec une tronçonneuse, ils n'ont pas de tronçonneuse ici, ils ont des petites hachettes, ils ont des scies à main, ça ils le feront pas. Non, donc on est là pour ça. Mais la tronçonneuse ne suffit pas. Il faut l'aide des habitants. Avec la participation du village, ça permet aux villageois, aux hommes, de participer au déblaiement de leur village. Ils ne se sentent pas inutiles. Et à la limite, il y a une osmose entre le village et nous-mêmes. Et ça crée des liens après. Quand le travail est terminé, on se retrouve après, avec des sourires, des congratulations. L'homme au pied blessé va chercher quelques affaires car il est déjà temps de partir. Les secouristes quittent Île Tongan. L'île est soulagée mais pas guérie. Demain, les volontaires iront dans une autre petite île. En 10 jours de mission, les 11 Français ont dégagé des routes, sécurisé des dizaines de maisons et soigné 462 sinistrés du typhon Haiyan. Dans un instant, un témoignage choc. Leur fils a été lynché, puis sauvagement tué. Maurice et Colette Judallet nous ont raconté l'indicible et leur combat pour le réhabiliter. Il y a des responsables. Ils sont en grand nombre. Quand on voit les femmes et les enfants regarder cette maltraitance d'abord de l'individu, puisqu'il a été battu à mort, et après jeté dans le brasier. La rencontre 7 jours BFM à suivre juste après la pause.
Le 3 octobre dernier, leur fils Sébastien était lynché puis tué par la foule à Madagascar. Ce conducteur de bus de la RATP était âgé de 38 ans. Il a été enterré cette semaine. Ses parents, Maurice et Colette Judalé, ont accepté de témoigner. Ils nous ont raconté leur choc, leur colère et la difficile réhabilitation de leur fils accusé à tort de pédophilie et de trafic d'organes. Rencontre réalisée avec Benoît Durand-Kriégel et Isabelle Pincé. Ils ont conservé les lettres de leur fils envoyées pendant ces 2 séjours à Madagascar. Donc ça, c'est l'an passé. Vous pouvez lire parce qu'il n'y a rien de secret. Ça, c'est la première fois qu'il allait sur place. Il est parti. Un petit coucou des huiles parfumées coco vanille, air 40 degrés, eau 30 degrés, pays très accueillant, bonne bouffe, fille de traîne, bonne balade, bisous. Voilà, ça c'est la première fois qu'il est parti. La seconde fois, j'ai reçu, malheureusement, il était décédé. Il a marqué. Un petit coucou pour te dire que tout va bien arrivé, lac d'eau et d'air. Cela fait 7 semaines que leur fils, Sébastien, a été tué par la foule à Madagascar. Il est peu probable que nous oublions. Je pense qu'un enfant ne s'oublie pas. Quoi dire? Oui, c'est toujours dur de perdre un fils, un membre proche, il va de soi. Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Ah ben là, je veux dire par hasard. Le matin même, j'avais un rendez-vous, mon mari est resté dans la voiture, on a pris le journal, je sais plus si c'était le Courrier ou Ouest France, je sais plus. Et sur la première page, il m'est marqué Sébastien et Roberto, je ne sais pas si c'était marqué lynché. Oui, lynchage à Madagascar. Lynchage, Sébastien et Roberto. On a lu l'article, mais rien. Vous n'avez pas fait le lien avec votre fils? Non, parce que Sébastien n'a pas qu'un, et comme il était parti tout seul, on n'a pas fait le rapprochement. L'après-midi, moi, j'étais toute seule, il faisait beau, mon mari partait faire du vélo. Il y avait quoi, 20 minutes que mon mari était parti, je vois 4 policiers, ou 5, je ne sais plus exactement. Et c'est de là que celle qui était plus gradée, elle a un papier, je ne sais pas le papier. Elle me dit comme ça, vous avez un fils, Sébastien? J'ai fait oui, j'ai un fils qui s'appelle Sébastien, il était en vacances à Nocibé. C'est tout. Elle ne parlait pas, la femme. J'ai fait, il est arrivé quelque chose, un accident. Il parlait toujours pas, elle n'arrivait pas. J'ai fait comme ça, il est mort. C'est sorti. Elle m'a simplement dit oui. J'ai pris une chaise, je suis assise, puis bon, c'est vrai quand on nous annonce ça, on ne réalise pas sur le... On réalise pas. Sébastien Judalé a été lynché, puis assassiné. Ces meurtriers le soupçonnaient d'avoir abusé d'un jeune garçon et d'être impliqué dans un trafic d'organes. L'enquête, réalisée après sa mort, l'a innocenté. L'urgence pour ses parents a été de le réhabiliter. La première des choses que nous avons faites, nous avons entendu par les gendarmeries partout, essayer de rétablir. De laver l'honneur de Sébastien. Il dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On va l'enterrer 2 fois ce gosse. Mais il a fallu attendre effectivement l'enquête de gendarmerie pour pouvoir faire face à cette rumeur donc de pédophilie et de trafic d'organes. Pour les voyages, c'était facile puisqu'il avait un passeport et il y avait juste à le compulser, c'est tout. Mais il est vrai que les médias, les premiers messages ont fait la une des journaux et des radios, et puis en annonçant un célibataire, ça ne peut être qu'un pédophile, et puis allons-y. Donc l'enquête des gendarmes, malgré qu'ils soient victimes, ils ont pris l'enquête à l'envers, ils ont fait comme si c'était quelqu'un qui avait donc agressé ou directement fait l'assassinat, alors qu'il n'était que victime. Mais ça nous a permis de retrouver l'honorabilité de Sébastien une quinzaine de jours après, une fois que son ordinateur avait été fouillé, son appartement, ses papiers... Vous avez confiance en la justice à Madagascar? Ah non, pas du tout. Non, je dirais pas qu'on n'a pas confiance, mais nous avons des doutes très très importants. Nous avons eu des doutes très très importants. La preuve en est que lorsqu'il a fallu faire la recherche des restes mortuaires de mon fils et celle de Roberto, mais moi j'ai pris position pour les restes de mon fils,
On a demandé donc le maximum qu'il soit fait là-bas sur place. Et arrivé à Paris, j'ai demandé une deuxième autopsie pour être certain. Vous avez besoin aujourd'hui qu'il y ait un coupable, un responsable. Vous avez besoin d'aller plus loin, de trouver la justice pour trouver le repos. Oui, tout à fait. Il faut bien... Enfin, il faut bien. Et il y a des responsables. Ils sont en grand nombre, puisqu'il y a une assistance au crime. Quand on voit les femmes et les enfants regarder ce jet de corps, enfin cette maltraitance d'abord de l'individu, puisqu'il a été battu à mort, et après jeté dans le brasier, l'un comme l'autre. Peut-être enfin encore. Il est vrai qu'il y a besoin de trouver ce criminel. Maurice et Colette Judalet déplorent aussi aujourd'hui le manque de soutien des autorités françaises. Pendant l'épreuve, ils se sont sentis totalement abandonnés. Quand je vois que notre ministre s'affiche devant 2 cercueils de journalistes au Mali et ne prend pas la parole pour 2 Européens qui ont été lynchés, je trouve ça quand même pénible. Je trouve même... Vous avez l'impression d'avoir été lâché par l'État ? Je dirais, c'est même pas lâché, c'est repoussé. Oui, totalement repoussé. La cellule de crise, j'ai pas eu de contact avec eux. Nous sommes de simples gens et puis nous tournons en rond, nous ne savons pas à quelle porte frapper et nous sommes abandonnés, totalement abandonnés. Sébastien Judalet a été enterré mardi près d'Angers. Roberto Gianfala, l'autre victime du lynchage, aujourd'hui à Annecy.